Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité pour savoir et comprendre. Nous sommes sur la chaîne YouTube de l'Alternative et c'est l'autre journal qui démarre avec Nathaniel Olympio, acteur politique et président du Parti des Togolais. Monsieur Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Vous allez devoir répondre sans ambiguïté à nos questions. Le principe est acquis. On peut démarrer. Vous définissez les règles et moi je les suis. Merci Gidor d'être là. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Alternative. Vous allez nous accompagner dans ce périple. Nous rappelons que le Parti des Togolais a fait l'expérience de la C14 au temps fort des manifestations déclenchées le 19 août 2017. Et pourquoi avait-il claqué la porte? Aura-t-il son candidat en 2020 pour la présidentielle? Nous lui poserons toutes ces questions. Monsieur Nathaniel Olympio, vous êtes un acteur politique, vous êtes opposant, mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas de vous? Dites-le nous. Ah ben, ça c'est une question très complexe. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de moi? Et ben, peut-être ce que je vais dire aujourd'hui. Oui. Que je suis Nathaniel Olympio, que je suis ça, tout le monde le sait, Oui. et acteur politique, mais avant ça j'étais un chef d'entreprise. Et pendant toute ma carrière que j'ai faite dans le privé, j'ai travaillé en Europe pour des compagnies américaines, européennes. J'ai travaillé pendant très longtemps en Afrique également. Et aujourd'hui, je suis engagé en politique depuis à peu près 4-5 ans maintenant. Avec un rêve, n'est-ce pas? Je pense que l'engagement politique est une motivation, c'est un appel qui vous pousse à aller vers un challenge. Et pour moi, le challenge, c'est un rêve que j'ai, c'est une vision, celle de voir demain le Togo être un pays où les acteurs politiques, où les leaders politiques sont véritablement au service de la population, où chaque Togolais a les mêmes opportunités que les autres et que nous ayons un environnement qui permette l'épanouissement individuel dans l'équité. Et ce sont des choses qui m'animent parce que mon engagement politique est aussi basé sur des expériences personnelles. Moi, j'ai eu l'occasion de faire mes études primaires dans un village très reculé pas loin de Sokodé, qui s'appelle Aleheride, où j'ai partagé les bancs au CM2. J'ai partagé les bancs avec un jeune Togolais, très brillant d'ailleurs, et avec lequel, lui et moi, nous étions toujours un peu en compétition amicale. Premier, lui, moi deuxième, moi premier, lui deuxième, et on a cheminé comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et quand moi je l'ai revu bien des décennies après, malheureusement ce garçon n'a pas eu le soutien nécessaire qu'il fallait pour qu'il puisse pousser ses études jusqu'à l'université et au-delà. Et donc cela m'a beaucoup peiné. Et le jour où nous nous sommes rencontrés, moi j'ai eu les larmes aux yeux parce que ce monsieur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait un fort potentiel et qui pouvait beaucoup apporter au Togo. Mais faute de soutien matériel, faute de pouvoir s'appuyer sur un oncle, une tante, ou en tout cas un parent qui est dans les hautes sphères de l'administration, eh bien, il n'a pas pu fournir au Togo tout le potentiel qu'il avait. C'est une perte pour lui, c'est une perte pour sa famille, c'est une perte pour le Togo, parce que les choses ne sont pas équitables et tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Ce sont des éléments qui m'ont poussé à m'engager en politique. Vous êtes engagé aujourd'hui en politique et vous portez un manteau d'opposant. Et bientôt, le mandat social de Faure Gnassingbé va finir, c'est en 2020. Et si on vous demandait de faire le bilan sur le plan gouvernance et développement, est-ce qu'il y a le bilan est mitigé ou bien le tableau doit être peint en noir? Je vais vous donner quelques indicateurs. Ouais. Et il y a un indicateur qui classe les pays selon le niveau de démocratie. Ouais. D'accord? Et c'est mondial.
Et le Togo occupe aujourd'hui, je vous le dis de mémoire, la 138e place sur 167 pays évalués. Mais quand je ramène ça au niveau de la CEDEAO, le Togo est pratiquement le dernier de la classe. Le seul pays dont la démocratie est considérée comme étant moins avancée que celle du Togo, c'est la Guinée-Bissau. Et la Guinée-Bissau, c'est un pays où il n'y a pas encore très longtemps, on a découpé le chef de l'État à la machette. Ça veut dire que si c'est ça notre comparaison, ça n'est pas très glorieux pour le Togo. Nous sommes le dernier de la classe. Moi, je dis que nous sommes le dernier de la classe en matière de démocratie dans la CEDEAO. Ça, c'est le premier chiffre. Le second chiffre que je vais vous donner, c'est ce qu'on appelle l'indicateur de l'indice de Gini. L'indice de Gini, ça mesure l'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres. Et le Togo, aujourd'hui, est de la même manière que pour ce que je venais de dire, est avant-dernier. Nous sommes devant uniquement, au sein de la CEDEAO, uniquement devant la Sierra Leone. La Sierra Leone est un pays qui a connu plus de 10 ans de guerre. Le Togo est encore pratiquement dernier de la classe. Ça, ce sont deux indicateurs. Le troisième que je vais ajouter, et je vais conclure sur ça, c'est que le classement que l'ONU fait sur le niveau de bonheur des populations, pendant 3 années consécutives, 2012, 2014, 2015, le Togo a occupé le dernier rang, c'est-à-dire 192e sur 192 pays évalués. Dernier rang, ça veut dire que l'ONU nous considère comme le peuple le plus malheureux au monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement dira qu'on a fait quelques progrès, on est monté de 3 ou 4 rangs, mais tout cela n'est pas très valorisant pour notre pays. Donc, la gouvernance qui a eu lieu, je ne veux même pas rentrer dans les débats économiques, les fuites de capitaux, la corruption, tout cela, je mets ça de côté. Simplement, la perception que les Togolais ont aujourd'hui de leur vie, de leur qualité de vie, de leur pouvoir d'achat, tout cela montre que, eh bien, le peuple n'est pas satisfait. Et quand le peuple n'est pas satisfait, ça veut dire que les objectifs ne sont pas atteints, ça veut dire que le contrat, le mandat social, comme on l'a qualifié, aujourd'hui, bon Dieu, quel Togolais peut dire que entre 2005, je parle de 2005, en 2005 et aujourd'hui, pratiquement 2020, quel Togolais peut me dire que son pouvoir d'achat a augmenté, que sa qualité de vie s'est améliorée et qu'il est capable d'avoir des soins beaucoup plus de grande qualité par rapport à il y a 15 ans, qu'il peut avoir une éducation pour ses enfants qui se soit nettement améliorée, eh bien tout cela on ne l'observe pas. Les Togolais ne le vivent pas, les Togolais ne le sentent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand un dirigeant politique n'atteint pas ses objectifs basiques, ça veut dire que le contrat n'a pas été rempli. Monsieur le Président, sur le développement que vous venez de faire, ça montre que le tableau est véritablement noir au Togo. Ben, qu'est-ce qui explique véritablement cela? À qui la faute, on dirait? Ben, je crois que la responsabilité première incombe à ceux qui ont les attributs de pouvoir pour faire avancer le pays. Parce que quand on se dit régulièrement élu par un peuple et que l'on a l'intégralité du pouvoir exécutif et que l'on sait également arroger le pouvoir législatif et derrière le pouvoir judiciaire également est devenu un instrument entre les mains, ça veut dire qu'on a tous les pouvoirs de l'État en main, eh bien on est à ce titre le premier responsable de la situation. Bien entendu, si les choses durent dans le même état, dans la même situation, ça veut également dire que les autres acteurs de l'espace politique, c'est-à-dire l'opposition, également a sa part de responsabilité. Simplement, par exemple, pour n'avoir pas réussi à mettre un terme à ce régime que l'opposition conteste. Donc, l'opposition a sa part de responsabilité. Peut-être que nous pourrions revenir là-dessus pour parler d'autres aspects, mais il y a cette responsabilité. Je ne me ferai pas d'amis si je ne parlais pas également de la responsabilité de la société civile. La société civile a également sa part de responsabilité parce que dans le monde dans lequel nous vivons,
la société civile représente un contrepoids. Et pour le moment, on ne le qualifie pas de pouvoir, de centre de pouvoir, mais c'est un contrepoids qui pèse, qui doit peser sur les politiques qui sont mises en place, qui doit dénoncer et valoriser les principes et les valeurs qu'il faut défendre. Et cela doit amener l'exécutif à pouvoir revoir sa copie. Donc si les choses durent en l'état aussi pendant 15 ans, ça veut dire que notre espace de la société civile a également de l'amélioration à apporter. Et puis, bien entendu, il y a le peuple lui-même. On ne peut pas exclure le peuple de l'espace politique. Parce que le peuple représente le souverain, c'est lui qui est le détenteur de tous les pouvoirs absolus dans le pays. Eh bien, il faudra que le peuple également assume sa part de responsabilité dans la situation que nous vivons. Ok. Et, oui, tout récemment, le gouvernement a lancé un vaste programme dénommé le Plan national de développement PND 2018-2022. Est-ce que le Togo peut miser sur ce PND pour accélérer les réformes structurelles et conduire le pays vers l'émergence? Je souris un peu lorsque vous évoquez ça, parce que pas plus tard qu'il y a 3 jours, je regardais encore un document qui parlait du PND et je voyais l'énergie immense que le gouvernement déploie pour faire la promotion de ce plan national de développement. Et tout l'exécutif est mis à contribution et le chef de l'État lui-même est dans l'arène pour promouvoir ce plan. Sauf que je parlais tout à l'heure de quelques indicateurs. Je parlais d'indicateur de la démocratie, je parlais d'indicateur de l'indice de Gini. Et ce sont des indicateurs qui montrent que les choses sont extrêmement difficiles. Les classements qui sont faits, on n'ose pas parler de pays de dictature, peut-être pour enjoliver un peu les choses. On parle de pays autoritaires et le Togo, comme la Corée du Nord, sont classés parmi les pays autoritaires. Donc vous voyez ce que ça renferme, le terme autoritaire. Et quand je prends tous ces critères-là et que j'ajoute que le plan national de développement intègre par exemple la réussite de l'accession donc du Togo au MCC, donc le Millennium Challenge programme là, le point d'entrée. Et ce programme par exemple qui aborde 2 sujets. Le premier sujet qu'il aborde avec les 35 millions de dollars qui sont donnés au Togo, le premier sujet qui est pris en compte, c'est l'amélioration de la qualité de notre télécommunication. D'accord ? Et le second sujet qui doit être financé, c'est le problème du foncier. D'accord ? Quand je prends ces 2 points, qui doivent donc donner un développement dans le secteur de l'économie numérique et régler le problème du foncier, le secteur de l'économie numérique, comment pouvez-vous avoir une économie numérique aujourd'hui lorsque vous avez un monopole dans ce secteur-là? On a un opérateur qui a pratiquement 80% du marché et quelques autres qui se partagent le reste. Comment pouvons-nous raisonnablement espérer qu'il y ait une concurrence saine dans ces conditions-là et qu'une économie numérique puisse se développer autour de cette activité extrêmement difficile? Le problème du foncier, comment l'État togolais va-t-il pouvoir résoudre ce problème avec un pays où nous sommes plus de 85% à ne pas avoir de carte d'identité? Comment ce problème va-t-il être résolu? C'est un gros point d'interrogation dans le PND. Et on vous parle également de la mise en valeur de l'investissement privé. Comment pouvons-nous espérer que des investisseurs amènent leurs capitaux au Togo lorsque la sécurisation des capitaux n'est pas aujourd'hui une réalité au Togo, lorsque nous avons une justice qui ne peut pas être le garant de l'équité dans le traitement des différends entre opérateurs économiques, comment voulez-vous que les gens puissent investir dans notre pays? Et à cela, je rappellerai qu'il y a une grande concurrence entre les pays de notre sous-région pour
attirer les capitaux. Donc, pourquoi est-ce qu'un investisseur préférerait venir au Togo plutôt que d'aller au Ghana, où il trouvera beaucoup plus de sécurité de ses capitaux, où il trouvera également des facteurs de production qui sont à coût accessible. Parce qu'au Togo, les coûts de facteurs de production sont extrêmement élevés. Le coût de l'électricité, le coût des télécommunications, etc., etc. Et je ne veux même pas parler de la pression fiscale qui est exercée sur les opérateurs économiques. Ce sont autant d'éléments que nous observons, même si le gouvernement togolais se prévaut d'avoir amélioré son classement dans l'indice de Doing Business je crois de 2012 à 2019. Le Togo a gagné 32 points ou 38 points, de tête 32 ou 38 points entre 2012 et 2019. Je crois que c'est 38 points. Ok, il y a une amélioration. Mais est-ce que cela se traduit concrètement par des créations d'entreprises dans le pays, par des investissements dans le pays et donc des créations d'emplois? Est-ce que nous avons une corrélation entre l'amélioration de ce classement et la réalité sur le terrain? Je dis non. Personne n'observe une dynamique de création d'entreprises dans le pays où les investisseurs viennent injecter de l'argent. Pourquoi? Parce que ce que fait généralement le gouvernement togolais, c'est d'améliorer les textes. C'est de prendre des textes de loi qui édictent des règles, et qui sont des règles très bien définies, qui correspondent aux normes, mais la pratique, elle est différente. Et c'est la pratique, justement, qui indique que les opérateurs économiques n'ont pas de satisfaction. C'est pour cela que les investisseurs ne viennent pas. Il faut que, sur le terrain, dans la pratique quotidienne de l'exercice des opérateurs économiques, dans les affaires, les gens puissent sentir qu'il y a un espace de confort, un espace attractif. En ce moment-là, les gens pourront venir. Mais aujourd'hui, c'est plutôt compliqué. Alors, je ne vais pas prendre toutes les facettes du PND, mais voilà quelques indicateurs pour vous dire que, pour moi, le PND, qui est un formidable projet en soi, mais dans la réalisation pratique, il y a beaucoup de conditions à réaliser pour que ce soit un succès. Monsieur le Président, nous voyons qu'autour de cette histoire de ce plan national de développement, il y a tout un tas de discours, des voyages, des allers-retours. Pas plus tard que lundi dernier, un membre du gouvernement, devant les élèves, à la rentrée, conseillait les élèves et ce discours de PND est encore revenu dans ses propos. Je vois, mais aujourd'hui, quand on voit le chef de l'État, les membres du gouvernement et tous ses collaborateurs voyagent, on nous dit qu'ils sont partis pour aller chercher des investissements pour mettre en œuvre le PND. Est-ce que ces voyages par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, comment est-ce que vous trouvez la démarche par rapport au PND? Concrètement, est-ce qu'il y a des retombées? Oui. Est-ce que le Togo en profite? Oui. Parce que vous, ça n'est qu'aujourd'hui que vous constatez les multiples voyages de l'exécutif, mais vous êtes en retard. Moi, je vous dirais que ça a toujours été le cas. Et ce qui est davantage dramatique, c'est que le citoyen togolais ne sait pas toujours pourquoi son chef d'État voyage. Quand est-ce qu'il part? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qu'il ramène de l'extérieur? Tout ça, c'est la notion de reddition des comptes, c'est-à-dire rendre compte au peuple de ce qu'on fait en son nom et pour son compte. Pour le compte du peuple et au nom du peuple. Eh bien, il faut rendre compte au peuple. Le peuple n'a pas connaissance de ça. Et donc, aujourd'hui, est-ce que cela est rentable? Bon, certainement que quelque part, ça permet aux autres pays de connaître le chef de l'État togolais, de connaître les ministres togolais. Et très bien, ça c'est une forme de promotion également pour le pays. Mais ce qu'il faut chercher, c'est la coopération. C'est vrai qu'on consigne beaucoup d'accords de coopération, il y a beaucoup d'ambassades que nous ouvrons, et je viens de noter qu'il y a l'Inde qui doit ouvrir une ambassade incessamment, etc. Donc,
tiens, on a ouvert une ambassade dans les pays de l'Est, si je ne m'abuse, à Vilnius, ça c'est en Lituanie, et j'en passe des meilleurs. Il me semble même qu'en Azerbaïdjan, on a ouvert une ambassade en Azerbaïdjan, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas combien de Togolais sont présents en Azerbaïdjan. Je ne sais pas combien d'investisseurs viennent d'Azerbaïdjan pour investir au Togo. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça représente des coûts pour le Togo parce qu'il faut entretenir une ambassade, il faut entretenir du personnel. Mais à la fin de la journée, moi, acteur politique, et je suis persuadé que le citoyen togolais est dans le même état d'esprit. Je n'ai jamais entendu parler des résultats de ces déplacements. Qu'est-ce que cela apporte concrètement? Ce ne sont pas les déplacements qui font venir les investisseurs. À la limite, si nous investissons à améliorer la qualité de notre espace des affaires, de notre climat des affaires, et quand je dis climat des affaires, je ne parle pas simplement de prendre des textes bien articulés. Je parle de la pratique, de la manière dont la concurrence est saine, de la manière dont les capitaux sont protégés, sécurisés, de la manière dont il y a un espace de stabilité et de paix. Je ne parle pas de stabilité précaire qu'on nous vend aujourd'hui, parce que le régime fait beaucoup de promotion de la stabilité, mais moi je considère cette stabilité-là comme une stabilité de résignation, parce que ce n'est pas une stabilité inclusive. Les citoyens ne participent pas activement et consciencieusement à la construction de cette stabilité-là. Elle est forcée et elle est très précaire. D'ailleurs, il a suffi qu'il y ait quelques grands mouvements de mobilisation pour que l'ensemble du pays soit dans une situation d'extrême tension. Donc nous n'avons pas de stabilité. Et quand il n'y a pas de stabilité, vous pouvez faire 1000 voyages, 2000 voyages ou 3000 voyages, vous n'aurez pas pour autant des investisseurs. Oui, un autre point crucial de ce PND et qui permet aussi d'améliorer le climat d'affaires, c'est la corruption. Le niveau de la corruption aujourd'hui est tellement très élevé, mais on parle de la corruption, on ne voit pas les corrupteurs ou bien les corrompus, personne n'est sanctionné. Et pourtant, la presse en parle tant, c'est le silence. Au niveau de la classe politique de l'opposition, c'est le silence total. Hein. Alors, je vais vous donner un indicateur qui vous permettra de bien illustrer ce que vous êtes en train de dire. Le Togo a atteint le point d'achèvement du PPTE, pays pauvre très endetté, donc l'initiative PPTE, ça s'appelle. Le Togo a atteint le point d'achèvement en 2010, en décembre 2010, si je ne m'abuse. Je prends un pays comme la Guinée. La Guinée a atteint le point d'achèvement du PPTE en décembre 2000. Donc 10 ans avant le Togo. Eh bien, aujourd'hui, en 2019, le taux d'endettement du Togo est de 76% par rapport au PIB. Le taux d'endettement du Togo est 76% par rapport au PIB. Le taux d'endettement de la Guinée est de 38%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Togo est un pays qui s'endette énormément. 10 ans de différence entre le PPTE de la Guinée et le PPTE du Togo, et le Togo a le double de l'endettement par rapport au PIB. Ok, l'endettement en soi, ce n'est pas ça le grand problème. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que l'on fait de l'argent emprunté? Qu'est-ce que l'exécutif togolais, le gouvernement togolais fait de tout cet argent emprunté que nous devons rembourser, que nos enfants doivent rembourser, que nos petits-enfants vont rembourser? Est-ce que des investissements concrets sont faits dont nous pouvons bénéficier, dont nos enfants peuvent bénéficier et dont nos petits-enfants peuvent bénéficier? C'est une grande interrogation. Moi, je n'en vois pas. Et donc, la question que vous posez, eh bien, moi, ça m'amène à mettre en corrélation ce niveau de corruption et le niveau d'endettement, qui sont des choses qui semblent aller de pair. L'argent que nous récoltons par les emprunts de l'extérieur, eh bien, cet argent-là, on n'a pas l'impression que ça contribue effectivement à l'amélioration de la qualité de vie des Togolais, à un mieux-être des Togolais.
Donc, quelque part, il y a dilapidation des ressources de l'État, il y a détournement des fonds publics, et bien entendu, on ne sévit pas. C'est vrai que récemment, nous avons entendu parler d'un scandale de plusieurs milliards. Oui, 17 milliards. 17 milliards, c'est ahurissant. Et ce chiffre-là, qui s'est produit dans, je crois que c'est à l'OTR ou quelque chose comme ça. Oui. On ne peut pas sourire avec des situations pareilles. D'autant plus que, eh bien, la presse nous rappelle régulièrement par son enquête, et quand on calomnie parfois la presse, et moi aujourd'hui je vais me mettre en défenseur de la presse, même s'il y a des choses que de mon côté aussi, j'ai des griefs parfois contre cette presse-là, mais quand les choses sont bien faites, il faut aussi le souligner. Et quand les enquêtes sont bien faites, et quand des résultats sont produits, quand les choses sont portées au savoir de la population, il faut le souligner. Et les enquêtes qui sont faites par la presse au Togo, et il faut le saluer, il faut encourager, il faut chercher à ce qu'il y en ait davantage. Et même si, au bout de la chaîne, il n'y a pas toujours une sanction qui tombe. Mais il est important que la population soit informée de ces faits et que même nous, les politiques, nous en soyons informés. Parce que vous savez qu'au Togo, l'une des forces, et je parle dans le sens négatif de la chose, l'une des forces de notre administration, c'est d'être absolument hermétique à la diffusion des informations. Donc, quand vous faites des investigations et que vous allez piocher les choses les plus cachées, je pense que c'est nécessaire et c'est utile pour nous. Donc, je parlais de ce scandale, mais la presse en a révélé bien d'autres. La route Vaughan, Lomé-Vaughan, Enfeu-Vaughan, cette route-là, c'est un scandale d'État. Voilà, si je me rappelle de tête, 26 milliards qui ont disparu dans la nature, et un ministre est venu expliquer devant la représentation nationale que cet argent a servi à acheter des équipements par l'opérateur et que maintenant il fallait trouver d'autres ressources pour exécuter les travaux. Mais c'est un scandale. Et cela est passé en perte et profit sans aucune conséquence pour personne. Oui, nous sommes dans un pays où on dilapide beaucoup l'argent de l'État. Oui. Et tout récemment également, on a sorti une enquête. On a fait une enquête, il y avait eu l'OTR qui était au cœur d'une affaire de 500 millions. Aussi, c'est dire que les scandales économiques, on en compte tous les jours. Mais ça, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. On va parler politique et la carte d'identité dans la troisième partie. Restez à l'écoute. Merci d'être là.